Hello, hello les lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir une commande Vinted et quelques livres trouvés en boîte aux livres, plus un SP que je viens de recevoir juste à l'instant. Donc, je vais vous faire ce beau call avec le soutien de Flocon qui dort. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai commandé. Je lirai les résumés parce que je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Et donc voilà, c'est parti. Je commence peut-être par ce nouveau SP que je viens de recevoir de la part de Éric Poupet des éditions City, le manoir des filles perdues. Alors, je lis en même temps le résumé. Donc, enceinte à seulement 15 ans, Flore est envoyée à Willowwood House, au cœur d'une sombre forêt. Ce manoir est une institution où les familles placent des adolescentes pour qu'elles accouchent en secret et abandonnent leurs bébés. Derrière les hauts murs de cet inquiétant établissement, les filles perdues et rebelles mènent une vie où chacun de leurs gestes est contrôlé. Coupées du monde extérieur, elles doivent obéir au doigt et à l'œil à des adultes cruels et chaque journée est un calvaire. Ensuite, je continue avec ce livre-là de Felicity McLean, Les sœurs Van Apfel ont disparu, donc des éditions 10-18. Alors, nous sommes à l'été 1992, dans une lointaine banlieue de Sydney, en lisière du bush, un été caniculaire que Tika, 11 ans, n'a jamais oublié, celui où les sœurs Van Apfel ont disparu. Les trois filles du pasteur, Anna l'aînée, Cordelia la fantasque et la petite Ruth, se volatilisent à l'entracte du spectacle de l'école. Le corps de la plus jeune sera retrouvé coincé entre deux rochers. 20 ans plus tard, Tika retourne chez ses parents pour prendre soin de sa grande sœur, malade. Un séjour qui sera l'occasion d'affronter les fantômes qui les hantent. Leurs amis se sont-elles enfuis pour échapper au joug de leur père ou ont-elles été victimes d'un prédateur? Y a-t-il une chance pour que Anna et Cordelia soient toujours en vie? Ça m'a donné vraiment très très envie. Ensuite, alors, celui-là je le montrerai plus tard parce que c'est toute une collection que j'ai pris de cet auteur. Ensuite, je continue avec Jean-Michel Olivier, L'amour nègre. Alors, chez le livre de poche. Dans son malheur, Adam a de la chance. Né en Afrique dans la misère, il a 11 ans. Quand il est adopté par un couple de stars de cinéma, à Hollywood, il découvre le glamour et le désœuvrement, les paradis artificiels, mais Adam multiplie les bêtises. Pour le punir, on l'envoie chez Jack Malone, un acteur qui vante les mérites d'une capsule de café. Adam s'enfuit à nouveau et rencontre Gladys, fille et femme de banquier, qui l'attire en Suisse, où son destin s'accomplira. À travers les 5 continents, l'amour nègre explore les vertiges de la vie factice. On se délecte des tribulations d'un Candide africain confronté aux 1000 tentations du monde global, luxe et culture unique, bling-bling et dépression, matérialisme triomphant. Voilà, il a l'air aussi très bien. Ensuite, j'ai trouvé un Jean-Philippe Blondel, le babysitter. Alors, pas vraiment un métier et loin d'une vocation. Étudiant désargenté, Alex s'est résolu à garder les enfants des autres. Une petite annonce à la boulangerie lance le bouche à oreille. Très vite, c'est tout un monde qui s'ouvre à lui. Les intérêts révélateurs, les existences où il pénètre en clandestin, puis en familier. Ce grand garçon un peu mou, intelligent et introverti devient l'oreille des confidences. Dans cette chorale de vie bancale qui le réchauffe et qui l'étouffe, la voix d'Alex tarde à prendre son envol. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres avant cela? Oui, alors j'ai commandé L'Oiseau des Neiges de Tracy Rees. Alors je crois qu'on dit Rees. L'Oiseau des Neiges, janvier 1831.
Aurélia Venaway, merci pour la porte, 8 ans, héritière d'une riche famille aristocratique du comté de Surrey, découvre lors d'une promenade dans les bois du domaine familial un nouveau-né bleu de froid posé à même la neige. Malgré l'hostilité de ses parents, elle réussit à leur faire recueillir l'enfant qu'elle baptise Amy Snow. Une très grande amitié naîtra entre elles deux. À ses 18 ans, on découvre à Aurélia une maladie qui lui laisse peu de temps à vivre. Avant de mourir, elle laisse pour Amy une série de lettres qui vont la conduire aux quatre coins de l'Angleterre, avec à chaque étape une énigme à résoudre qui lui dévoilera petit à petit son histoire et changera peut-être le cours de sa vie. Et ensuite, donc, j'avais fait cette commande Vinted pour découvrir les livres de Michel Onfray. Onfray, ou Onfray, je ne sais pas comment on le dit, que j'ai vu dans plusieurs émissions. Et du coup, ça m'intéressait de lire. Donc, c'est des tomes. Là, il y a le tome 1, le tome 3. Là, il y a le tome 6. Bon, c'est beaucoup de la philosophie et puis des débats. Donc, je ne sais pas si je dois vous lire les quatrièmes de couverture, mais pourquoi pas. C'est un auteur qui m'intrigue, un personnage qui m'intrigue énormément. Comme dit, je le vois souvent dans les émissions de télé. Et j'avais envie de découvrir, et donc j'avais tous ces livres pour seulement, je crois, 2 euros ou 4 euros, et la personne m'en a rajouté d'autres. Donc c'est super sympa de sa part. Je vais peut-être vous en lire un ou deux. Allez. La sculpture de soi, donc de Michel Onfray ou Onfray. La morale esthétique. Une morale esthétique nous requiert pour une vie transfigurée par la sculpture de soi. Elle suppose la vitalité débordante, la restauration de la vertu renaissante contre la vertu chrétienne, le talent pour l'héroïsme que permet l'individualité forte, le consentement à l'abondance, la capacité à la magnificence dans une perspective hédoniste. Cette éthique donne toute leur puissance à la politesse, l'élégance, la parole donnée, l'amitié et les affinités électives. C'est à ce prix qu'une morale jubilatoire et résolument contemporaine sera possible. Moi, j'aime beaucoup sa façon de parler, j'aime beaucoup sa façon de penser, et donc voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir. Et je crois que c'était les 4 ou les 6, je sais plus. Les 6 livres, je crois, et la personne à qui je les ai commandés m'en a rajouté. Et donc voilà, je ne vais pas vous lire tous les quatrièmes de couverture de cet auteur, mais voilà, ça m'intéresse énormément. Là, je vous en lis peut-être encore un. La puissance d'exister. Comment penser en artiste? De quelle manière installer l'éthique sur le terrain esthétique? Quelle place laisser à Dionysos dans une civilisation totalement soumise à Apollon? Quelle est la nature de la relation entre hédonisme et anarchisme? Selon quelle modalité une philosophie est-elle praticable? Que peut espérer le corps des biotechnologies postmodernes? Quelles relations entretiennent biographie et écriture en philosophie? Selon quels principes sont fabriquées les mythologies philosophiques? Bon, plein de questions. Moi, ça m'intéresse énormément. Bon, ça change un peu des romans que je lis, mais franchement, je suis vraiment contente. Moi, j'aime bien réfléchir, méditer, philosopher sur certains sujets. Ensuite, je passe à celui-ci. Alors, ces 4-là, je les ai trouvés en boîte aux livres. Donc, je vais vous lire Joan Brady, L'enfant loué. Alors, on demande garçon de 6 à 8 ans.
Bon foyer jusqu'à 21 ans, paiement de 20 $ à débattre, s'adresser au magasin général de Biwiking ce samedi après-midi. Vers 1860, de telles annonces n'étaient pas rares dans le Middle West. Acquérir un esclave noir était hors de question et de plus coûtait trop cher. La guerre de sécession venait de finir. Elle laissait des milliers de veuves misérables et d'enfants affamés dont personne ne voulait. Et c'est ainsi qu'un samedi de 1865, Jonathan Carrick, 5 ans, fut gagé pour 15 $ chez un planteur de tabac qui était l'abruti et le crétin le plus impitoyable du Kansas. Un drame qui s'achèverait en tragédie 50 ans plus tard. Franchement, je suis trop contente d'être tombée dessus. C'est des livres, parfois on a des pépites dans les boîtes aux livres. Je suis trop contente. Ensuite, je vais changer de position. J'ai trop mal aux pieds. Hop. Ensuite, j'ai trouvé un livre de... Alors, j'ai toujours du mal à prononcer le nom de cet auteur. Herbjörg Wassmo, le livre de Dina. Alors, le livre de Dina... Pourquoi ça floute là? Enfant délaissée et mal aimée, Dina grandit sur le domaine de Rens, comptoir norvégien qui vit du commerce maritime. Elle devient une jeune femme révoltée et passionnée, nourrie de fantasmes frisant parfois la folie. Mariée toute jeune à Jacob, un ami de son père, elle mène sa vie en toute indépendance et consume son entourage. Du personnel de maison aux valets de ferme, les membres de la famille aux voyageurs de passage, une immense fresque du Nord, de la Norvège au 19e siècle qui fait la part de j'arrive plus à lire, la part belle au personnage échevelé de Dina, inséparable de son cheval noir Lucifer sur fond de paysage grandiose. Il a l'air aussi vraiment pas mal. Ensuite, j'ai trouvé une vieille collection. Donc, c'est Elisa T, la mal aimée. Alors, marquée par son lourd passé d'enfant martyr, Elisa T essaye de vivre dans ce monde qui lui fait encore mal. Divorcée, mère de 3 enfants, elle aperçoit un soir Danny qui la séduit au premier regard. Folle de lui, prête à tout pour aimer et être aimée, elle se jette dans ses bras, avide d'entendre les mots d'amour qui sait lui dire. Malgré les avertissements de ses amis, elle n'obéit qu'à sa passion. Pourtant, la réalité s'impose vite. Danny la vole, la trompe. Danny boit, se drogue. Quand enceinte de lui, elle croit que cette naissance sera le miracle de leur amour. Elle se fait encore une fois des illusions. Voilà. Et pour terminer, j'ai trouvé ce livre-là de Gary Devon, Nuit de noces, un vieux Albin Michel, je crois. Toujours trouvé en boîte aux livres. Alors, lorsque Cole McKenna, actrice jeune et célèbre, épouse Malcolm Rhodes, elle ne sait à peu près rien du passé de ce séduisant jeune homme. Mais qu'importe, puisqu'ils s'aiment tous deux d'un amour fou. Très vite pourtant, dès la première nuit de leur voyage de noces, le comportement de Malcolm devient trouble. Hanté par les fantômes d'un passé sanglant, il ne cesse de guetter un ennemi invisible. Callie, angoissée, devine chez son mari une fêlure qu'elle ne soupçonnait pas, mais quelle fêlure et quelle violence capable de se déchaîner subitement se cache derrière des accès de terreur irrépressible. Voilà, je pense que ça va être aussi de la violence conjugale ou de la peur, je ne sais pas. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir tous ces livres. Voilà pour mes achats et mes trouvailles. Et j'ai hâte de les lire pour vous en parler plus en détail. Merci beaucoup.